Voilà, ce témoignage qui nous rappelle que les immigrés, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes, hein, avec autant d'histoires singulières et puis pas souvent douloureuses. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire d'Adama et puis des deux autres, vous pouvez retrouver sur YouTube donc cette émission de Ça commence aujourd'hui. Voilà, nous arrivons à notre quatrième étape, donc avec des personnes qui sont présentes sur le terrain auprès d'immigrés, tout près de Rueil, dans les Yvelines. Je vais donc laisser la parole pour 30 minutes à Joseph Ziadé, qui est membre de la coordination de l'antenne des Yvelines de JRS France, et puis qui est aussi famille d'accueil dans le programme JRS Welcome et membre du conseil d'administration de JRS France. Voilà, il va nous présenter leurs activités, l'analyse et le plaidoyer de JRS France sur cette question de l'intégration des migrants. Et puis avec Hélène et Franck Dremot, qui sont aussi familles d'accueil dans ce programme JRS Welcome, ce qu'ils retirent de cette expérience. Monsieur Ziad. Oui, alors Dominique, on est tous devenus des experts de Zoom et autres, mais moi, il va falloir être juste patient quelques secondes, le temps que je trouve l'écran partagé. Voilà. La présentation. Est-ce qu'il se passe quelque chose de votre côté? Ben voilà, c'est bon. Bingo. C'est bon? C'est bon là? Oui, oui. OK. On le voit. Eh ben, on y va alors. On y va. Ben, merci beaucoup, Dominique. Merci pour cette invitation et bravo pour avoir choisi ce beau thème parce que c'est un thème d'actualité. On a parlé des difficultés qu'on a en France, mais il ne faut pas oublier que tous les jours, on a des drames humains qui nous sont rappelés de cette migration. C'est un sujet complexe, c'est un sujet quelquefois assez sensible et pas toujours traité avec autant de clairvoyance que vous l'avez fait en commençant par des faits et des chiffres. Alors, on va parler d'une catégorie particulière des migrants que vous avez cités. Donc, c'est 10%. Parmi ces 10% de migrants, on va parler de ceux qui ne sont pas venus par choix. On ne parle pas des cadres sup qui viennent d'Europe ou des travailleurs ici ou là, mais ceux qui ont été déplacés par force. Et pour vous donner une idée du nombre de ces personnes au niveau mondial, c'est le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a donné ce chiffre dans son rapport annuel des statistiques. Il y a à peu près 79 millions de personnes déracinées, 79 millions en 2019. C'est à peu près 1% de l'humanité. Et le 20 juin prochain, quand les Nations Unies vont parler de cette journée mondiale des réfugiés, il n'y a pas de doute qu'on va exhorter les pays à faire beaucoup plus pour notamment offrir un foyer à ces millions de personnes. Et offrir un foyer, c'est un peu le cœur de métier de JRS. On n'est pas vraiment des experts, on est des témoins très privilégiés de ce qui se passe sur le terrain. On côtoie tous les jours ces hommes et ces femmes qui sont au cœur de la politique d'accueil et d'intégration dont a parlé Delphine tout à l'heure. Et si tout n'est pas rose, eh bien moi j'ai envie de commencer par être un peu optimiste en vous disant que agissons, faisons quelque chose, comme ça le défi de l'intégration, il deviendra à notre portée. Alors, je voudrais parler de l'association JRS France parce qu'il y a des choses très concrètes que nous faisons. Nous sommes la société civile dont on a parlé tout à l'heure, nous ne sommes pas l'État. On fait ce qu'on peut pour pallier les défaillances. Je passerai quelques minutes sur ce rapport JRS qu'on a publié le 14 avril dernier avec des propositions très concrètes, une trentaine, pour bien accueillir et mieux intégrer ces personnes. Et puis, on s'attardera un tout petit peu sur le témoignage vivant de Franck et Hélène, qui sont d'une de ces familles d'accueil dans notre région ici, de demandeurs d'asile et de réfugiés. Alors, JRS, au niveau mondial, l'organisation, l'ONG, elle a été fondée en 80 par les jésuites. Ils sont présents dans 60 pays à peu près, présents dans des camps de rétention, ils sont dans les zones de conflit. Ils font un tas de choses, hein, y compris de l'aide à l'urgence, etc. Nous, en France, l'association est beaucoup plus jeune, on a à peu près 12 ans,
et notre vocation est plus ciblée. Notre vocation à nous, c'est d'agir auprès de la catégorie des migrants qu'on appelle demandeurs d'asile et réfugiés, pour leur donner un accueil d'abord digne, pour les aider à mieux s'intégrer et puis pour défendre leurs droits. Bref, en fait, toute notre activité, c'est de faire en sorte qu'ils soient moins isolés et moins exclus socialement. Alors, peut-être vous le savez déjà, mais 2 mots de définition. Un migrant, un demandeur d'asile, un réfugié, c'est quoi? Un demandeur d'asile, c'est un migrant qui demande la protection internationale parce qu'il est persécuté ou il se sent menacé dans son propre pays qui ne le protège pas. Et ce que a dit Delphine tout à l'heure en filigrane, c'est que la demande d'asile, ce n'est pas quelque chose de sympa à offrir, c'est un droit humain. Et on l'a oublié, mais il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en France, il est considéré comme ayant principe de valeur constitutionnelle depuis 1993. Un réfugié, c'est un demandeur d'asile qui, lui, a eu la chance d'obtenir l'asile. Alors la France, va lui donner des papiers, on lui octroie sa protection, elle va lui donner un titre de séjour, le droit de travailler, enfin, et d'avoir accès à tous les éléments constitutifs du droit commun. Alors il y a d'autres formes d'autres statuts de protection, il y a la protection subsidiaire, mais qu'importe. Moi, j'utiliserai le mot réfugié pour parler des demandeurs d'asile qui ont obtenu de l'Office français des protections, l'OFPRA, le droit de résider et de travailler en France. Alors, sur cette page, j'essaie de résumer, ce sont les petits rectangles que vous voyez, les besoins que nous rencontrons, que les demandeurs d'asile et les réfugiés rencontrent. Et à côté de ces rectangles, vous avez le nom des programmes, parce que là, on va parler très concret de ce que nous faisons pour participer à cet accueil et cette intégration. Vous avez le nom des programmes du JRS, et je vais les décrire rapidement chacun avant qu'on passe au témoignage. Ce qui est important, c'est de noter le fait que JRS a une particularité, c'est l'accompagnement. On va y revenir régulièrement. On croit énormément à l'accompagnement individuel des personnes. Et donc, c'est un accompagnement de A jusqu'à Z. Et tous ces programmes que vous voyez là, on peut y rentrer ici ou là. C'est assez mobile, si je puis dire. Il n'y a pas un point d'entrée et un point de sortie. Ce qui est important, c'est peut-être de partager avec vous notre conviction, mais elle n'est pas éloignée de celle qu'on a entendue tout à l'heure. Nous, notre conviction, c'est que l'intégration, elle doit démarrer dès la demande d'asile. Et que l'apprentissage du français, je le répète, c'est la clé de l'intégration réussie. J'ajouterais que l'intégration, on peut l'imaginer en milieu urbain, comme on peut l'imaginer aussi en ville. Il faut évidemment qu'on respecte ce que veulent les accompagnés eux-mêmes. Et enfin que dans tout ça, ces hommes et ces femmes qu'on côtoie, eh bien, ils ont des talents, ils ont une énergie extraordinaire, ils ont vraiment envie de la partager avec d'autres. Alors, notre cœur de métier, on nous connaît davantage pour ce programme qui s'appelle Welcome. Vous le savez, plus de la moitié peut-être des demandeurs d'asile en France aujourd'hui n'ont toujours pas d'hébergement qui est donné par ce fameux dispositif national, n'ont pas de centre d'accueil dans lequel ils peuvent vivre qui leur est donné. Et donc, les faire sortir de la rue, ne serait-ce que le temps de la procédure pour qu'ils aient une douche et un lieu pour dormir, eh bien, c'est ça l'hébergement Welcome. J'appellerais ça plutôt l'hospitalité. Et pour nous, l'hospitalité, bon, c'est un programme, je vais le décrire, mais c'est avant tout, je dirais, c'est les petites choses du quotidien. C'est simple, c'est gratuit. C'est le temps qu'on va passer avec eux pour un repas, un moment en famille. Et c'est cet essai constant d'établir une réciprocité dans cette relation, bien qu'on soit nous les donneurs finalement et eux qui reçoivent. On cherche à établir une sorte de réciprocité avec eux et toujours en tête, pas d'assistance, mais comment les aider pour devenir indépendants et autonomes.
Alors, les spécificités du programme Welcome et pourquoi ça fonctionne, ben c'est simple, c'est que il y a des règles. D'abord, il y a une limite dans le temps. On rentre dans le réseau et on est accueilli en tant que demandeur d'asile pendant une durée qui est de l'ordre de 9 mois. C'est la durée de la procédure. Maintenant, elle est un peu plus longue parce que malheureusement, les procédures sont de plus en plus longues. Et pour chacune des familles qui va s'engager dans un accueil gratuit et bénévole, c'est à peu près 4 à 6 semaines. Alors, ils peuvent renouveler ces familles si elles le souhaitent, mais c'est 4 à 6 semaines d'engagement d'accueil. Et il y a un cadre, il y a des règles de vie qui viennent de notre expérience. Ces règles de vie, c'est des choses toutes simples que l'on va discuter avec les familles lorsque ces personnes arrivent. C'est qu'est-ce qui se passe pour le petit déjeuner, qu'est-ce que je fais pour la lessive, est-ce que vous me donnerez des clés pour sortir, entrer. Vous voyez, des choses toutes simples, mais qui font qu'il y a une mise en confiance et les choses sont dites dès le départ. Et puis, il y a un dispositif aussi de protection des acteurs, c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre lorsqu'il y a le moindre problème. Il y a toute une procédure d'escalade pour éviter que le risque ne soit avéré. Enfin, je dirais que ce qui fait vraiment la particularité et la réussite de ce programme d'hospitalité, c'est l'accompagnement individuel que l'on va donner aux demandeurs d'asile. Pendant toute cette période de procédure, pendant les 9 mois, l'année où il va être avec nous, il y a un référent, une personne qui va s'occuper de lui, l'introduire dans les familles, faire le lien avec les différentes familles, vérifier qu'il va chercher ses courriers, qu'il a le moral pour aller faire ses démarches, qui va l'orienter s'il a des difficultés de santé ou administratives. Il ne fera pas l'assistance sociale, le travailleur social, mais il va l'encourager à aller vers ces personnes. Donc, on l'appelait le tuteur à l'époque, on l'appelle aujourd'hui l'accompagnateur. Je parlais tout à l'heure de ruralité. On a un programme qui s'appelle JRS Ruralité, qui est un complément à JRS Welcome et qui est extrêmement simple. Il permet en fait aux personnes qu'on accueille d'élargir leurs horizons, s'ils le souhaitent, avec une alternative à l'accueil en ville. Alors, on va leur proposer une expérience qui va se dérouler dans le Limousin aujourd'hui. Et c'est un partenariat qu'on a établi avec le réseau. Je crois que peut-être vous le connaissez déjà, ça s'appelle WWOOF, le Woofing, qui met en relation des propriétaires de fermes bio et des personnes qui sont curieuses de connaître ce mode de vie. On a développé, nous, ce qu'on pourrait appeler avec Woofing, un Woofing solidaire, dans lequel, très concrètement, on va offrir des courts séjours en famille à nos accueillis dans des fermes et ils vont donc pratiquer ces modes de vie biologiques, prêter main forte à l'agriculteur, et puis en échange, ils vont avoir un gîte et un couvert. Alors ça va durer une semaine, quelquefois 2, donc c'est une immersion ponctuelle pendant qu'ils sont accueillis dans le programme Welcome. Et l'idée, c'est que il y a une expérience, et puis peut-être que ça peut devenir un accompagnement pour une installation à plus long terme là-bas. Je crois que Delphine a parlé tout à l'heure de l'importance de l'interculturalité ou de faire des choses avec d'autres. JRS Jeunes, le pari de la réciprocité, nous avons dans nos accueillis une grande majorité de jeunes, ils sont autour de 30, ils ont 30 ans, on va dire, en gros. Donc j'ai parlé d'énergie, de soif, de rencontre. Et ce qu'ils ont envie, ce n'est pas seulement de rencontrer des migrants, ils ont envie de rencontrer des Français et de faire des choses avec eux. Et alors là, on a tout un programme, un atelier, des ateliers qui se montent. Alors, il y en a à Paris. On en a, nous, développé aussi localement dans certaines antennes. Dans les Yvelines, à Saint-Germain, on le fait aussi. L'idée, c'est de les faire participer à des activités artistiques, culturelles, sportives, et toujours sur un pied d'égalité. On va faire de la cuisine, du théâtre, des sorties, du sport, de la méditation, du yoga. Et on va chercher à ce que ces migrants participent, mais deviennent aussi co-acteurs. Ils vont être eux-mêmes, ils vont monter des choses eux-mêmes, faire la cuisine et proposer à des accueillants de venir goûter leur cuisine, par exemple. Donc, être avec les autres et faire avec les autres, c'est vraiment l'idée de JRS Jeunes. L'idée, c'est d'encourager le changement de regard en fait, qu'on a les uns sur les autres, d'avoir moins peur de la différence.
Pardon pour la redite, mais l'école de français, oui, ben, effectivement, la France, on est parmi les derniers de la classe. Et alors qu'on a des demandeurs d'asile, des migrants qui traînent des années durant avant d'avoir peut-être des papiers ou pas, eh bien, ils ne reçoivent rien de l'État. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a une école de français à Paris. C'est une école de français très professionnelle où on va proposer un encadrement qui est assuré par des professionnels ce qu'on appelle le FLE ou le FLE, français en langue étrangère, avec un suivi très personnalisé de bénévoles qui sont formés pour ça. Et cette école de français permet la certification, c'est-à-dire que les jeunes qui vont aller dans cette école vont passer un examen qui est le DELF, et on a un taux élevé, très très élevé de réussite. Donc, au-delà du français, bon, on fait des soirées aussi, d'une dimension interculturelle, des soirées poésie, on a un journal de français trimestriel pardon, qui est aussi rédigé par nos jeunes. Le pôle intégration de JRS France a un programme qui s'appelle Emploi et formation. Très concrètement, c'est une permanence d'accueil et d'information qui est ouverte et qui s'adresse aux personnes qui sont en recherche de formation professionnelle, universitaire ou linguistique, ou qui cherchent un emploi. Et alors, on va mettre en place des entretiens d'orientation et de suivi personnalisé pour préparer des CV, les aider pour les entretiens, de se préparer, et puis une assistance aussi pour rechercher et répondre, rechercher le travail et répondre aux offres d'emploi, pardon. Dans les Yvelines, on a établi un partenariat avec SNC. Peut-être vous connaissez cette association, Solidarité Nouvelle contre le chômage. Alors, eux, c'est leur métier d'accompagner pour l'emploi. Alors, ils font ça avec des binômes. Il y a deux personnes de SNC qui accompagnent une personne qui a du mal à trouver un job avec Pôle emploi et ils vont l'aider pendant une certaine durée avec une méthodologie. Et bien, nous, on a eu l'idée de leur proposer de faire un programme pour nos migrants, pour nos réfugiés, dans lesquels, ce programme, le binôme est constitué d'une personne de chez eux, SNC, et d'une personne de chez nous. Donc, il y a un référent, on l'appelle comme ça, un référent intégration de JRS, va être un des accompagnateurs du binôme et va donc utiliser la méthodologie de SNC pour proposer à des migrants de trouver un job. Joseph, je me permets de vous interrompre. Il ne reste plus qu'un quart d'heure là avant les questions. Donc, je ne sais pas si vous voulez, comment vous voulez gérer avec le témoignage et puis l'aspect plaidoyer. Alors, je vais pas dire, je vais passer simplement là très rapidement sur l'accès aux soins parce qu'on n'en a pas parlé du tout. On a mis en place un programme dans lequel on va aider les demandeurs d'asile et les réfugiés à avoir des médecins, un référencement de médecins, faire des bilans, se faire vacciner, une aide psychologique. Et puis peut-être passer un moment sur un mot sur le plaidoyer. Et après, on va passer au témoignage dans ce cas, Dominique. Merci. Alors, le plaidoyer, c'est ce rapport que nous avons publié le 14 avril dernier avec le soutien de l'ANVITA, qui est l'Association nationale des villes et territoires d'accueil, avec Sciences Po et le CNAM. Et à un an des présidentielles, on a voulu proposer des choses, faire des recommandations, principalement axées sur le travail et la formation. Alors, c'est un rapport que vous pourrez lire en détail si vous avez envie. En gros, il n'est pas basé sur des théories, hein, c'est vraiment l'expérience du terrain, c'est ce qu'on a mis en place et qui fonctionne, et puis aussi une analyse très approfondie de ce qui se passe dans les autres pays européens. Et on pense que c'est vraiment le moment d'en parler. Malheureusement, les politiques d'intégration en France ne commencent pas dès l'accueil. Et on est les derniers de la classe. Je vais juste vous donner quelques exemples. La quasi-totalité des États de l'Union européenne a mis en place ces dernières années des mesures pour que les demandes d'asile puissent
accéder effectivement au travail, à l'apprentissage des langues et aux formations. Et la France, vous ne savez peut-être pas, elle partage la dernière place. Nous sommes les derniers avec la Hongrie, avec cette absence d'accès effectif au marché du travail. En ce qui concerne l'apprentissage du français, sur les 23 pays de l'Union, on est parmi les 5 derniers. Et j'arrête là, je dirais, le classement qui n'est pas très favorable pour dire que il nous a semblé nécessaire d'interroger cette situation et d'apporter notre contribution sur cette question de l'accueil et de l'intégration des réfugiés. Alors, je vais passer la parole maintenant à Franck et à Hélène, qui ont eu la gentillesse de partager avec moi ce petit temps de parole et pour vous dire quelle a été réellement l'expérience qu'ils ont eue de l'accueil avec Welcome. Hélène et Franck, je vous transmets le micro. Bonsoir à tous, donc merci beaucoup de nous accueillir. Donc on va vous faire part très rapidement de notre expérience et on est à votre disposition à la fin pour toute question. Donc Franck est avocat, moi j'étais avocate, maintenant je suis juriste d'entreprise. Nous avons 3 enfants qui, quand on a commencé le programme il y a 3 ans, avaient entre 11 et 17 ans, qui donc aujourd'hui ont entre 14 et 20 ans, 2 garçons et une fille. Effectivement, avant de nous lancer dans le programme, ça a été un questionnement, le fait d'avoir des enfants jeunes comme ça, puisque comme nous, on travaille tous les deux, on est très souvent absents de la maison, on rentrait tard, et donc on savait qu'il y aurait beaucoup de moments où nos enfants seraient seuls avec la personne accueillie. Donc, ça a été un vrai questionnement avant de se lancer. Dès le premier jour et dès notre premier réfugié accueilli, toutes les craintes qu'on pouvait avoir à cet égard se sont complètement envolées. Bonsoir, donc moi je suis le bavard de la famille, donc Hélène me donnera des coups de pied et Joseph m'arrêtera. Pour vous dire donc comment l'histoire a commencé, donc je suis le bavard et aussi le entre guillemets religieux, entre guillemets, je dis bien entre guillemets de la famille puisque je suis engagé dans la paroisse protestante dont Hélène se tient à distance tout à fait raisonnable. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait ça a alimenté nos discussions avec les enfants pendant un certain temps avant de se concrétiser sur le thème on a une grande maison, on a de la place, on pourrait accueillir quelqu'un. Donc Hélène était très volontaire là-dessus. Moi aussi, bien sûr, mais sur le principe, puisque j'avais toujours des bonnes raisons pour considérer qu'avoir une fille de 14 ans à la maison, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'il faut attendre un petit peu avant d'avoir quelqu'un d'étranger à la maison, surtout quand on n'est pas là? On n'a pas le temps parce qu'on est très occupé, etc. Et puis en fait, pour faire court, ça nous est revenu, enfin, ça m'est revenu très rapidement en boomerang, puisque quand on parle devant les enfants, eh ben, ils écoutent et ils donnent leur avis. Et c'est eux qui ont été à l'initiative, je peux dire, du mouvement, puisqu'un jour, notre pasteur, chez qui ils allaient de temps en temps, nous a dit, on a eu une discussion sur le thème des réfugiés, et il paraît que vous êtes une famille qui est prête à accueillir des réfugiés, et que vous cherchez le contact. Donc évidemment, quand on vous dit ça, on a réuni les enfants, on leur a dit, est-ce que vous êtes vraiment partants? Ils ont commencé par penser qu'ils avaient dit une bêtise, et puis très vite, on a compris qu'on allait essayer, on allait se lancer. C'est comme ça qu'on a accueilli notre premier réfugié à la maison. Alors Hélène va vous en dire un mot, et puis j'en placerai une ou deux entre deux. Donc, depuis février 2018, on a accueilli 6 personnes, 7 séjours, puisqu'il y a une personne qu'on a accueillie 2 fois. En général, 6 semaines pour certains, un petit peu plus. Donc, essentiellement des hommes. Il y a eu une femme de nationalités très, très variées, donc ivoirienne, guinéenne, irakienne, tibétaine, nationalité afghane, koweïtienne, de religions diverses également, puisqu'on a eu des chrétiens et des musulmans pratiquants, d'autres qui ne l'étaient pas, un bouddhiste également, pardon. Et on a gardé contact avec, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux qu'on continue à voir régulièrement ou avec lesquels on a au moins des échanges par WhatsApp ou par SMS.
Donc, au quotidien, en fait, moi, la chose qui me paraît la plus importante, c'est qu'effectivement, l'idée, c'est que ces personnes puissent voir des familles différentes et des façons de vivre différentes qui leur permettent de mieux découvrir la culture française et de vraiment s'intégrer en France en voyant différents modes de vie. Mais ce ne sont pas nos enfants. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Et donc, c'est aussi à nous de vraiment nous adapter à eux. Donc, il y a des règles, comme Joseph le disait, mais en fait, les besoins et les demandes des différents réfugiés qu'on a eus étaient très, très variables. Il y en avait qui avaient vraiment besoin de se confier, qui avaient besoin de parler régulièrement. Il y en avait d'autres qui avaient plus besoin d'une présence et de la chaleur matérielle d'un foyer, qui avaient besoin aussi de s'isoler. Certains racontaient leurs histoires, d'autres non. Certains avaient fait des études dans leur pays, d'autres non. Donc, enfin, vraiment, c'était très, très, très variable. Ceux qui avaient fait, la jeune fille qui avait fait des études d'architecture dans son pays, elle était très, très friande de visites culturelles, de musées. Donc, on essayait de la sortir, on essayait de lui proposer des choses comme ce que nous, on fait en général. Hein. Et puis, il y en avait d'autres, effectivement, qui avaient leurs propres activités, qui avaient leurs propres amis, et donc qui, souvent, le week-end, allaient voir leurs amis. Et nous, on n'en a jamais pris ombrage. Et vraiment, moi, je me suis toujours dit, c'est à nous de vraiment de s'habituer et puis d'accepter à partir du moment où il y a des règles. Certains soirs, ils ne rentrent pas, mais ils nous préviennent à l'avance, il n'y a aucun souci pour nous. Et je pense qu'effectivement, c'est comme ça que ça a toujours bien fonctionné. Oui, alors, bon, je vais juste très rapidement partager certaines anecdotes, certaines expériences qui nous ont marquées. Ça ne sera pas exhaustif, mais pour aller dans le sens de tout ce qui a été dit, déjà, un trait commun, mais alors à tous, c'est première chose, ils ont un souci, c'est d'apprendre le français, ils sont en demande d'asile, ils savent pas si ça va aboutir, un certain nombre savent que ça n'aboutira pas, mais la première chose importante pour eux, c'est néanmoins d'apprendre le français, donc ils prennent des cours, ils ont le souci de parler avec nous, certains, on les aidait un peu dans leur devoir, entre guillemets, d'apprentissage. Leur deuxième souci, tous, c'est, entre guillemets, de ne pas être à la charge. Alors, ils le sont fatalement et on les met à l'aise par rapport à ça. Enfin, c'est le travail de l'association, ils sont accueillis. Mais ils ont le besoin, c'est facilement compréhensible, de travailler. Ils n'ont pas le droit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi concrètement? Que de toute façon, ils travaillent, mais ils ne travaillent pas dans les conditions de légalité, dans des conditions tout simplement normales. C'est-à-dire que de façon tout à fait pragmatique, s'ils ont de la chance, ils ne sont pas trop exploités. Et on a eu des cas de figure où finalement, je pense notamment à un que Joseph a bien connu aussi, qui a travaillé pour finalement, de façon acharnée, pour finalement ne jamais être payé, tomber sur un patron qui s'est complètement moqué de lui. Donc ça, c'était une situation aussi humainement pas toujours évidente à gérer, sur lesquels on a essayé de les aider. Après, ce que disait Hélène, oui, il y en a certains qui cherchaient à partager. Ce qui est certain, c'est que on est vraiment dans la réciprocité, c'est-à-dire que quel que soit le regard qu'on puisse avoir, même si on pense qu'on est bienveillant, informé, forcément un peu mieux que la moyenne, quand on est confronté à cette humanité qui arrive chez vous, pour nous, pour les enfants, c'est un choc humain, enfin dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une véritable ouverture. Il y a des échanges, qui peuvent même être assez profonds. Le premier qu'on a accueilli, on a encore plusieurs années après des contacts qui nous envoient des petits mots ou des petits messages un peu naïfs, mais toujours sympathiques pour fêter les fêtes, pour prendre des nouvelles. Quand il est parti de la maison, c'est un garçon qui venait de Côte d'Ivoire via la Libye et avec la traversée que je vous épargne, qui s'est ouvert sur son parcours. Ça a été un moment extrêmement émouvant pour lui et pour nous. Il nous a dit qu'il quittait sa deuxième famille. Alors, ce n'est pas propre à notre expérience et à notre façon de faire, c'est des choses qui se retrouvent dans toutes les familles. C'est-à-dire que ce sont des gens, avant tout, voilà, on accueille des êtres humains et finalement, c'est un enrichissement. Alors, je ne veux
pas continuer longtemps parce que j'ai compris que le temps était écoulé. Moi, je veux dire que pour conclure, la seule chose à titre personnel que je peux dire, c'est que finalement, quand on entend effectivement un certain nombre de choses, et je pense à ce qui a été dit sur le rôle de l'école, le rôle de l'éducation, même le sentiment qu'effectivement, pour aller dans ce sens-là, ça va même au-delà, c'est le simple bénéfice de la rencontre. C'est-à-dire que si il y avait un peu plus de facilité, un peu plus d'occasion de rencontrer et de parler avec ces gens-là, je pense que le regard changerait très rapidement pour beaucoup. Quand on voit quelle est leur volonté. Enfin, une dernière anecdote, parce que bon, il faut terminer sur un sourire. Un des garçons qu'on a accueilli nous a expliqué qu'il était particulièrement choqué quand il prenait les transports en commun, donc un Ivoirien, hein, par l'attitude des jeunes qu'il voyait dans le métro, qui osaient mettre leurs pieds sur les banquettes. Et il nous a expliqué qu'il était intervenu pour leur dire « Est-ce que tu ferais ça dans ton pays ?» Alors, on en a parlé avec lui, on l'a un peu calmé en disant non, bon, il faut faire attention, il ne faut pas y aller comme ça. Mais c'est des gens qui ont une véritable volonté de s'intégrer et qui ont effectivement des choses à apporter sur le plan humain et à la société de façon évidente. Voilà. Et de façon plus concrète, même au sein des familles dans lesquelles ils se trouvent, enfin, avec nous, il y a aussi une vraie réciprocité avec une envie effectivement d'aider, donc de participer aux tâches et puis de nous aider dans les domaines dans lesquels ils peuvent nous aider. Donc, on a eu, là, le dernier qu'on a eu qui vient de partir, qui était guinéen, il était couturier dans son pays et donc il travaille en France, à Paris. Moi, je suis nulle en couture, donc j'accumule un peu en général des trucs que j'amène à ma mère pour qu'elle me fasse des ourlets parce que je ne sais pas les faire toute seule. Tout de suite, il m'a dit, mais si tu as de la couture, je te la fais. Et effectivement, il m'a fait super bien tous les petits trucs que je lui ai donnés. On en a eu 2 autres qui étaient très bons en cuisine, de différents pays, notamment un Tibétain qui nous ont fait des plats de chez eux, etc. Donc, c'est un vrai échange et c'est vraiment, ils essayent de s'intégrer et d'apporter une certaine réciprocité sur le plan… Parce que je suis bavard, j'ai juste ajouté une dernière chose aussi pour ne pas être totalement dans l'angélisme, c'est-à-dire qu'il y a aussi des situations, parce qu'il y a une différence culturelle qui peuvent être un petit peu plus compliquées au départ. Je pense notamment à un jeune Afghan, enfin un jeune de 35 ans afghan qu'on a accueilli, qui était quelqu'un d'éduqué, qui avait fait des études dans son pays et qui a un parcours culturel très, très éloigné de nous. Ça a suscité, pas des problèmes, pas des difficultés, mais une nécessité d'adaptation réciproque, pour être très concret. Il avait beau être très reconnaissant, il venait d'Afghanistan, il avait été éduqué une partie de son enfance dans une madrasa, et pour lui, par respect pour nous, il ne s'adressait pas à notre fille qui avait 15 ans, il ne lui répondait pas quand elle parlait. Ça a nécessité une discussion, ça a nécessité alors un échange qui s'est fait avec moi, évidemment, plus facilement, puisque j'étais un homme, pour qu'il finisse par me dire que oui, c'était compliqué pour lui de changer de monde. Il change de monde, mais il avait la véritable volonté de s'adapter, d'y arriver. Et d'ailleurs, quelques années après, on a eu un message de sa part, un message collectif dans lequel il a remercié toutes les familles d'accueil qu'il avait accueilli, hébergé, parce qu'il venait d'obtenir ses papiers, sa régularisation, et il avait beaucoup de reconnaissance. Mais il y a aussi ce travail finalement d'apprentissage, leur apprendre ce que c'est que la culture française. Et ce n'est pas forcément quelque chose de toujours facile, de toujours évident. Mais voilà, c'est une relation humaine. Bien, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à Joseph Ziadé aussi pour sa description de tout ce que JRS France fait dans de multiples domaines et puis ses préoccupations en matière d'intégration. On va peut-être passer tout de suite à la phase ultime, c'est-à-dire celle des questions-réponses. Olivier, Benoît, est-ce que vous avez enregistré quelques questions sur le forum de discussion? Oui, absolument. Absolument. Il y a une première question qui en fait porte sur une question de compréhension sur l'organisation et la coordination de tout cet accueil des migrants.
particulièrement, en prenant l'exemple particulier de Paris. Donc, accueil des migrants, j'imagine qu'il est forcément différent selon qu'on parle de migrants de manière générale ou de réfugiés plus particulièrement. Mais la question, c'est qui en fait est en charge de l'accueil des migrants ou des réfugiés à Paris? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la ville de Paris? Est-ce que c'est les ONG, les associations? Et comment est assurée la coordination entre ces différents intervenants? Voilà. Delphine, je ne sais pas Ouais, si, je peux répondre. Alors, c'est une énorme question parce qu'effectivement, moi, je vais parler des demandeurs d'asile et puis après, je vais vous parler des migrants, des autres migrants. La prise en charge des migrants, c'est la responsabilité des demandeurs d'asile, pardon, c'est la responsabilité de l'État. Donc, tout ce qui va être premier accueil, c'est-à-dire dépôt de la demande d'asile, je m'organise pour aller retirer mon dossier d'asile et puis ensuite, je vais obtenir ou pas une place dans un centre d'examen des situations, un CADA ou un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile parce que il y a plein de dispositifs différents qui sont des dispositifs qui proposent des hébergements. Tout ça, c'est financé par l'État. Ce que fait la ville de Paris, c'est qu'elle intervient, on va dire, en complément et en amont. Je vous le dis parce que c'est beaucoup nous qui travaillons avec eux là-dessus. On a une maraude dont je vous parlais tout à l'heure qui va voir les migrants qui sont dans les campements parisiens. Ça, elle est par exemple cofinancée par la ville de Paris et par l'État. On a des activités à destination publique dublinées qui sont financées par la ville de Paris, mais ça, c'est pas une question de compétence, c'est son choix, j'ai envie de dire. C'est une volonté de la ville de Paris de faire plus que sa seule responsabilité, parce que vis-à-vis des demandeurs d'asile, elle n'a pas d'obligation à faire. Elle fait un peu plus et elle nous accompagne beaucoup et on lui est très reconnaissant parce que l'État fait de manière quand même très limitée, c'est-à-dire qu'on a des moyens. Vous savez, on gère la plateforme de premier accueil, donc l'endroit où arrivent les demandeurs d'asile. À Paris, on a une file active de 19 000 personnes. C'est-à-dire qu'on a, dans l'année, on reçoit en gros 19 000 personnes et on se charge de la distribution du courrier pour toutes ces personnes-là et de l'accompagnement social et juridique. Je vous le dis, on a une équipe d'une quinzaine, vingtaine de salariés pour faire tout ça, pour 19 000 personnes. Voilà. Avec des missions qui sont extrêmement variées. Donc, on fait avec ce qu'on peut, mais bien évidemment, on est quand même très, très limité. Donc, voilà. Donc, les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés aussi, d'ailleurs, c'est la compétence vraiment de l'État. La ville de Paris, après, par contre, elle est très en charge de tout ce qui est à destination de ce qu'on appelle l'inconditionnalité, c'est-à-dire ils financent des accueils de jour, ils financent toute une série d'actions pour des publics précaires en général, dans lesquels on retrouve beaucoup de migrants, mais pas nécessairement. Enfin, voyons, des publics mixtes, quoi, des gens qui peuvent se retrouver dans des situations de précarité, quelle que soit leur situation juridique, administrative, etc. Et après, il y a plein d'ONG, plein d'associations qui font énormément de choses. Quand on va sur les campements, nous, on est financé pour faire des maraudes juridiques spécifiques, mais il y a évidemment une quantité d'associations très engagées qui font de la distribution alimentaire, il y a beaucoup évidemment d'accès aux soins aussi. On travaille bien avec Médecins du Monde, avec toute une série d'associations d'ONG comme ça, qui sont très présentes sur les questions sanitaires pour les migrants à la rue. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais disons que l'État a une compétence sur l'hébergement, ça c'est certain, sur le premier accueil et sur l'hébergement, mais qu'en réalité, les besoins de ces personnes, elles sont tellement plus larges que Ville de Paris, ONG, tout ce petit monde-là travaille plutôt pas trop mal ensemble, je dois dire, sur Paris. Non. Pour aller juste un petit peu plus loin, pour passer de l'accueil à l'intégration, puisque vous soulignez... où vous mentionniez l'importance le rôle que doivent jouer les collectivités locales dans cette intégration. Question, est-ce qu'il y a des collectivités, des communes par exemple, qui sont exemplaires en matière d'intégration? Alors, il y avait la mention par exemple des Mureaux qui sont perçus comme un endroit où il se fait de très belles choses. Ce qui d'ailleurs a suscité un petit embryon de débat sur notre fil qui est si on parle d'une commune ou d'une collectivité exemplaire, qu'est-ce que ça veut dire qu'être exemplaire? Je ne suis pas bien capable de vous répondre. J'ai des exemples je peux vous dire qu'à Nantes, il y a plein de trucs super. Les Mureaux, je ne connais pas du tout, donc je ne me prononcerai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des villes qui mettent plus ou moins de moyens. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, le sujet, c'est qu'en fait, les villes ont très peu d'obligations vis-à-vis de ces publics-là. Et donc, après, c'est vraiment une question de est-ce qu'elles souhaitent ou pas s'y investir. Tout à l'heure,
je comprends que le rapport que vous avez publié, vous l'avez fait en collaboration avec l'ANVITA. Moi, j'échange aussi beaucoup avec eux. Il y a en ce moment un réseau de villes et territoires accueillants, c'est-à-dire qui se veulent vraiment engagés dans la cause des migrants, la bonne prise en charge des publics étrangers, qui se structurent et qui se développent beaucoup. Donc, il y a sans doute pas mal d'initiatives à droite à gauche, mais je ne peux pas me permettre de distribuer des bons points et des mauvais points. Voilà. Mais en tout cas, Paris fait plein de choses, Nantes fait plein de choses. Il y a quand même des villes qui ont historiquement des problématiques migratoires importantes et qui, de fait, se sont mobilisées sans doute bien avant d'autres. Joseph, d'ailleurs, vous mentionniez l'accueil rural dans le Limousin. Est-ce que ça veut dire que le Limousin a une action particulière ou une implication particulière? Ouais, je n'ai pas une vue j'allais dire, autre que celle des programmes que l'on déploie. Ce que je peux dire, c'est que dans le Limousin, on a réussi à établir ce partenariat parce qu'il y a un territoire rural et il y a comment dire, un environnement qui le permet. On est en train d'essayer de faire la même chose dans les Yvelines. On pourrait penser que même autour de nous, les Yvelines, je crois qu'il y a plus de la moitié du territoire qui est un territoire agricole. Mais voilà, je ne saurais pas dire si le Limousin est un exemple unique en France. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, oui, c'est là où on a réussi ce partenariat. Et pour l'instant, on envoie sur ce territoire les personnes qui veulent faire cette immersion. Je peux peut-être juste rajouter, si vous voulez bien, c'est que ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas parce qu'une ville est à gauche qu'elle est nécessairement accueillante et qu'une ville est à droite qu'elle ne l'est pas. Et on a des exemples assez intéressants. Prenez une ville comme Bayonne, qui est à la frontière franco-espagnole et qui a une problématique migratoire très importante parce qu'elle est sur la route, en fait, de la traversée des Pyrénées. Il y a beaucoup de... Enfin, Pyrénées ou du petit canal dont le nom m'échappe à l'instant, mais il y a au niveau du Pays Basque une vraie route migratoire qui passe par Bayonne. Et ben, la ville de Bayonne fait beaucoup de choses en fait, pour l'accueil des migrants sans nécessairement avoir une coloration politique. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à relativiser. C'est souvent l'expérience de terrain des élus locaux qui fait qu'à un moment donné, ils décident de s'investir dans le bon accueil sans nécessairement, vous voyez, être alimenté de convictions politiques. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et à l'inverse, on a des communes dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles fassent beaucoup et qui ne font pas tant que ça. Et une autre question qui s'adresse de nouveau à Delphine Rouillot. Quand vous avez évoqué l'imaginaire, la peur, les fantasmes, vous avez entre autres parlé de la théorie de l'appel d'air. Ouais. Donc vous disiez, c'est une théorie, elle ne s'avère pas du tout exacte. Est-ce que vous auriez quelques arguments un peu factuels pour nous aider soit dans le collectif, soit à niveau individuel, un petit peu d'argumenter contre cette théorie qui pourrait se répandre un peu? C'est hyper compliqué. Si j'avais des arguments tout faits, je pense que… Non, il y a deux trucs peut-être. Il y a deux arguments qu'on peut essayer d'employer si vous êtes dans une discussion comme ça. Le premier, c'est que prenez l'exemple de la grosse crise migratoire de 2015-2016. Enfin, la crise migratoire. Déjà, j'aime pas cette expression-là, mais disons de l'arrivée importante de migrants en Europe après la guerre en Syrie ou pendant la guerre en Syrie. Tout le monde a bien constaté qu'ils ne sont pas venus en France, ces personnes-là. Elles ne sont absolument pas venues en France. Elles sont parties, elles ont été en Allemagne, elles ont été dans plein d'autres pays, mais la France n'était pas la destination de rêve des migrants, et au contraire, beaucoup des personnes qui venaient en France, on les retrouvait à Calais avec une seule envie, c'est de traverser la Manche et d'aller s'installer en Angleterre. Et donc, ce n'était pas le RSA, l'hébergement, l'ADA, enfin, vous savez, l'allocation pour demandeurs d'asile. Ce n'est pas les aides sociales qu'on donne aux migrants ou les chambres d'hôtel, quand même pas de très bonne qualité qu'on leur propose, qui faisaient que les personnes avaient envie de rester. Donc, l'argument le plus évident pour moi, c'est celui-là. C'est de dire, en réalité, les demandeurs d'asile, quand ils arrivent en Europe, ils vont en général là où leur communauté est installée, là où ils ont de la famille, là où éventuellement ils maîtrisent la langue quand ils connaissent une langue d'un des pays européens, et ils ne vont absolument pas sortir leur calculatrice pour savoir si le montant des aides sociales il est 10% plus élevé ici ou ailleurs. Voilà. De même que les fantasmes sur les… J'ai travaillé à l'assurance maladie avant, donc problématique d'AME et de questions de savoir si les gens viennent en France pour se faire soigner, c'est extraordinairement marginal. C'est-à-dire, il peut y avoir quelques personnes qui viennent en France pour bénéficier de notre système de santé, mais on est ça se compte, vous voyez.
de manière absolument pinoptique par rapport à la réalité de ce que vivent les personnes. On fait des maraudes à Calais. On est présent sur la langue calaisienne pour les mineurs. En fait, nous, ce qu'on va faire à Calais, c'est qu'on va rencontrer des gamins qui sont là à attendre le bateau, le camion, enfin, à attendre pour traverser l'Angleterre. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de leur dire, mais vous êtes mineurs, vous pouvez demander à être reconnu mineur, vous serez pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et depuis la France, ça sera beaucoup plus facile parce que vous serez en situation régulière de traverser la Manche et de partir en Angleterre sans risquer votre vie. Et même ça, on a du mal à le faire accepter. Et donc, on a des équipes de maraudeurs qui essayent vraiment de convaincre les gamins de se protéger et de rester en France. Et on a du mal. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est bien la preuve, si vous voulez, que ce n'est pas la générosité de notre système social qui fait ou des dispositifs mis en place par les communes qui fait que les gens y restent. Pas du tout. Et effectivement, on a pu entendre dans le témoignage filmé que l'on avait, c'est que ce qui fait partir les gens de ces jeux, c'est le sentiment qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux. Hein. C'est une question de vie ou de mort dans le cas des réfugiés, ou c'est une question de vie décente pour le cas des migrants dits économiques, mais ils ne partent pas par plaisir ou c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, quoi, d'une part. Et qu'ensuite, comme vous le disiez, où est-ce qu'ils vont? Là où ils connaissent quelqu'un. Ouais. Ou bien là où ils connaissent la langue. Hein, c'est le cas de l'Afrique noire. Voilà. D'autres questions? Moi, j'avais une question finalement pour Hélène et Franck au travers de l'échantillon de personnes, de réfugiés que vous avez accueillis, qui n'est forcément pas représentatif, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur intégration? Est-ce que ceux que vous avez vus, ils ont réussi, pas réussi leur intégration? Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs quel jugement est-ce qu'on peut porter effectivement sur cette réussite et quels sont les éléments clés? Est-ce que vous pouvez tirer des conclusions basées sur les gens que vous avez vus? Alors, je pense, effectivement, déjà, on est représentatif de rien du tout. On a accueilli 6 personnes avec qui on a passé du temps. Le premier point, c'est que déjà, c'est des gens qui ne partent pas géographiquement et culturellement du même point de départ. Un francophone ivoirien et un jeune tibétain ou un jeune afghan, c'est pas la même chose. Dans le point commun, c'est, répéter ce que j'ai dit, je crois, c'est une volonté palpable de s'intégrer, d'apprendre le français pour ceux qui ne le pratiquent pas et de s'améliorer pour ceux qui le connaissent. On a là le dernier en date qu'on a eu qui vient de Guinée-Conakry. Il parle français à peu près correctement. Il n'a jamais été à l'école. Son premier souci, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et évidemment, de rester en France. Leur parcours d'intégration, après, ça passe, ça c'est encore une fois très subjectif et très personnel, mais c'est ce que j'ai vu et j'ai compris, par la possibilité de travailler. Et quand on ne leur donne pas la possibilité de travailler par les voies officielles et légales, de toute façon, ils trouvent toujours des gens qui sont prêts à les faire travailler en alimentant clairement le travail clandestin, l'exploitation, etc. Bon, mais déjà, c'est une reconnaissance pour eux, c'est une construction sociale. Et évidemment, ils sont donc demandeurs de cours de français, d'apprentissage de la culture, et tous ont la volonté de rester et d'adopter le mode de vie français, d'apprendre le mode de vie français. Ça, pour nous, ça a été, en tout cas pour moi, peut-être moins pour Hélène, mais une découverte, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas une réalité à laquelle on a été confrontés, que de voir que des gens de culture musulmane de naissance et très ancrée, avec des habitudes de vie forcément très différentes des nôtres à Saint-Germain-en-Laye, dans une banlieue plutôt bourgeoise et plutôt aisée, veulent comprendre comment on vit et s'adapter.
ils viennent pas, contrairement à ce qu'on entend parfois, mais enfin, je crois que entre guillemets, prêche des convaincus, ils viennent pas pour importer leur culture et je ne sais quel autre fantasme, ils viennent pour être comme nous, quoi, parce que effectivement, de là où ils viennent, soit il y a la guerre, soit c'est la mort assurée, soit c'est l'impossibilité de vivre pour des raisons économiques. L'Ivoirien qu'on a eu, ça faisait 4 ans ou 3 ans qu'il n'avait pas vu sa famille, qu'il n'avait pas vu ses enfants, qu'il n'avait pas vu sa femme, qui 6 mois auparavant ne savait pas s'il était vivant ou mort. Le dernier en date qu'on a eu, jeune Guinéen, il m'a montré des photos de ses enfants qui avaient 4 ans, il est parti, ils avaient 2 ans. Tous ces gens-là ne sont pas là pour rien, ils ne sont pas là pour du tourisme économique ou pour se remplir les poches et repartir le plus vite possible. Ils sont là parce qu'effectivement, ils n'ont pas le choix. Et ils veulent s'intégrer à la société française. Enfin, c'est mon ressenti. Donc, la réponse, effectivement, je pense que les intégrations qui ont été peut-être les plus simples, les moins douloureuses, c'est les personnes qui ont vu leur statut de réfugié accordé le plus rapidement possible, aussi avec une vraie, je pense notamment aux Tibétains, parce que visiblement, enfin, les Tibétains sont jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au cours des dernières années, reconnus assez rapidement réfugiés. Donc, il a fait une formation d'hôtellerie, il a trouvé rapidement du travail, maintenant il a un logement. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile que des personnes qui sont arrivées en étant dublinées, à qui on a dit bah non, vous auriez dû demander en Allemagne, mais ils ne voulaient pas repartir en Allemagne parce qu'ils avaient appris la langue française. Enfin, voilà. Donc, et là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué les choses. Je pense à la Koweïtienne qui a mis presque 1 an à avoir son premier entretien, qui vient d'être rejeté par l'OFPRA, donc il va devoir faire appel. Donc, c'est vrai que ça prend des années. Et c'est des périodes, ces années-là, qui sont compliquées. Donc, plus le statut est reconnu rapidement, plus forcément l'intégration est facile et moins les personnes ont des doutes. Parce que des personnes qui ont eu des doutes aussi en disant, mais bon, est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse, que j'apprenne la langue, que je cherche du travail, que je me fasse exploiter, est-ce que ça vaut le coup si dans 2 ans ou 3 ans, on va me dire, bah non, tu ne peux pas rester, tu peux partir. C'est une vraie question. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti là, arrive à sa fin. Donc, je voudrais remercier infiniment Delphine Rouillot, Joseph Ziadé, Hélène et Franck Dremot pour leurs interventions ce soir, qui nous ont permis de progresser dans notre réflexion. Pourquoi pas de faire naître un désir d'engagement. Bon, mais je vois que les gens qui sont ici sont déjà pas mal engagés dans plein de choses. Des engagements, il y a plein de possibilités. Et bien sûr, je voudrais en citer 3. Il y a JRS France, ceux qui veulent s'adresser à Joseph Ziadé, à ses équipes. On a vu qu'il y avait des tas de possibilités. À Rueil, on connaît SMR, Solidarité Migrants Rueil, qui fait aussi des cours de français, des aides aux démarches administratives et l'accompagnement. Et puis, je voulais citer une 3e piste, c'est l'initiative Couloir humanitaire, qui fait l'objet d'un contrat entre le gouvernement, les Semaines sociales de France et la communauté Sant'Egidio. Donc, Sant'Egidio, c'est une association internationale, italienne au départ, qui œuvre pour la paix dans le monde et puis pour la promotion de l'amitié sociale, comme dirait le pape François. Donc, il y a un contrat de 3 ans avec l'État qui consiste à permettre l'arrivée en France par une voie sûre en avion de 300 migrants. A priori, ce sont des Syriens demandeurs de protection internationale qui sont actuellement bloqués au Liban. Et au Liban, on sait quelles sont les difficultés qu'ils ont. Et donc les accompagner pour permettre leur intégration. Alors concrètement, les candidats à l'immigration sont sélectionnés au Liban par Sant'Egidio avec le gouvernement français qui leur donne le visa. Et Sant'Egidio et les Semaines sociales de France s'engagent à compléter le prix du voyage si besoin, à fournir le logement, l'accompagnement à ces personnes. Voilà. Donc, il y a eu un premier contrat de 3 ans entre 2017 et 2020 qui portait sur 500 migrants et c'était le Secours catholique et la Fédération d'entraide protestante qui étaient les grandes associations associées. Et là, il y a un nouveau contrat donc, où ce sont les Semaines sociales de France qui sont associées. Donc,
voilà, pourquoi pas s'associer à l'une de ces actions. Si une piste vous intéresse, ben, vous pouvez soit nous écrire, soit directement à mon adresse mail si vous l'avez, hein, ou bien sur le site internet des Semaines sociales de Rueil. Dans l'onglet Nous soutenir, vous avez un formulaire pour vous signaler. Voilà. Donc, Dominique, vous me permettez de faire une petite page de pub moi aussi, parce qu'on a un oui. programme dont j'aurais pu vous parler. On a un petit programme de parrainage, enfin pas petit, mais un programme de parrainage citoyen qui, pour des personnes qui effectivement ne sont pas en capacité de faire comme Hélène et Franck et de devenir famille d'accueil, c'est juste du parrainage où l'idée c'est un couple réfugié français, quoi, voilà, citoyen, où les personnes s'engagent à au moins une fois par mois avoir une action de sortie culturelle, d'invitation à la maison, de choses toutes simples, mais vraiment qui permet à un réfugié justement d'établir un petit peu ce contact avec un citoyen français prêt à ça. Donc, si vous avez envie aussi, ça s'appelle Duo de demain, et on fait ça partout. Et comme on a des activités avec des réfugiés dans les Yvelines, c'est tout à fait envisageable. Il ne faut pas hésiter à nous faire un petit mail. D'accord. Et même dans les Hauts-de-Seine, alors. Ouais, tout à On fait. a beaucoup parlé des Yvelines, mais oui, c'est les Hauts-de-Seine. Hein, ah, pardon, excusez-moi. D'accord, très bien, c'est noté. Bien, bah, écoutez, l'enregistrement de cette soirée donc, sera disponible sur le site internet des Semaines sociales sous 48 heures. On mettra également le lien avec le plaidoyer de JRS France. Et puis, bah, le programme de parrainage citoyen de France Terre d'Asile, si vous avez un lien aussi, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je viens de le mettre. Il est déjà dans la discussion. Oh là là, mais formidable. Ah oui, mais il faut que je le copie avant que ça se... Ne pas oublier d'enregistrer la conversation si vous voulez avoir tous les liens. Voilà. Bien, eh bien, écoutez, merci encore à nos intervenants et puis bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au Merci. revoir à tous. Bonsoir à et à tous. tous. Merci.